Bonjour à toutes et à tous. Donc je voulais commencer par remercier Anne pour l'invitation et puis pour l'accueil. Et puis merci pour votre présence. Donc je m'appelle Lucie Bailly, je suis chargée de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire 3SR, Sol, Solide, Structure, Risque à Grenoble. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu quelques années de recherche sur la biomécanique phonatoire. Je vais vous parler de tissu vocal, de matériaux, de mécanique et de vibration. C'est un travail qui a été mené de façon collégiale avec un ensemble de personnes, de doctorants, de postdoctorants, de collègues, à Grenoble et à Lyon également. Donc vous avez ici tous leurs prénoms et leurs noms. Et donc c'est le laboratoire 3SR, en collaboration avec le GIPSALAB, un laboratoire qui est vraiment spécialisé sur la voix à Grenoble, le LBTI à Lyon, qui est un laboratoire d'ingénierie tissulaire, et puis le CHU de Grenoble-Alpes, le laboratoire d'anatomie. Donc ce sont des recherches qui en fait ont été menées à partir des années 2018 dans le cadre de l'ANR MicroVoice, donc pour travailler avec tous ces partenaires, et puis qui aujourd'hui se poursuit avec l'ANR Avatar, qui est pilotée par l'IRCAM à Paris. Donc, voilà. Oui. C'est mieux comme ça? Je tourne. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, c'est également un travail qui a été mené en collaboration avec les synchrotrons grenoblois et puis parisiens également à Soleil. Donc je vais vous parler d'abord de la motivation de toutes ces recherches. C'est la compréhension de la production vocale humaine. Donc vous avez ici un schéma simplifié, donc l'appareil vocal. Donc pour produire un son, donc on a d'abord un étage de soufflerie qui est situé donc dans les poumons, qui va produire un écoulement d'air continu. Cet écoulement d'air va rencontrer les structures du larynx, donc les cordes vocales, qu'on appelle plis vocaux, ce sont plus des plis que des cordes, des structures centimétriques du larynx. Donc vous avez ici une coupe transverse et ici une coupe frontale. Ce sont des petites structures en fait centimétriques qui, sous certains paramètres géométriques, mécaniques et aérodynamiques, vont entrer en interaction fluide-structure et générer une onde acoustique qui va se propager dans le conduit vocal et qui va être modelée par les différents résonateurs du conduit vocal avant d'être rayonnée aux lèvres pour produire par exemple une voyelle. Donc si on zoome un petit peu plus dans le tissu vocal, on a vraiment un tissu qui est capable de performances vibromécaniques remarquables, uniques dans le corps humain. Donc vous avez ici toujours ces cordes vocales en nacré ici, pour des sons basse fréquence, et en bas pour des sons à plus haute fréquence, 550 Hz. Et alors qu'est-ce qui est remarquable dans ce tissu? C'est déjà un tissu qui est capable de très grandes déformations, de 10 à 50% d'élongation dans la direction antéro-postérieure. Et ce qui est remarquable, c'est que ces déformations sont réversibles malgré les collisions périodiques du fait du rappel élastique. Donc des très grandes déformations, un tissu qui est également capable de produire une grande variété de fréquences fondamentales de vibrations, donc de 50 à 1500 Hz au maximum, et puis qui est également capable de vibrer avec différents patterns vibratoires très différents suivant la qualité du son produit et la fréquence également. Vous avez ici typiquement deux patterns un petit peu vibratoires sur les basses fréquences et les hautes fréquences. Si on zoome un petit peu plus sur les propriétés histologiques du tissu, on a un tissu multicouche, une structure sandwich assez complexe, avec d'abord un épithélium stratifié, donc qui est fait de cellules jointives et qui est responsable de la protection du tissu et de son renouvellement. En jaune et vert, vous avez ici ce qu'on appelle la lamina propria, qui est un tissu conjonctif de quelques millimètres, 1 à 3 millimètres, qui contient des cellules, une substance amorphe, donc beaucoup d'eau, de l'acide hyaluronique, et des réseaux de fibres de collagène et d'élastine, donc de diamètre micrométrique. Et vous voyez qu'il y a une structuration avec des gradients de microstructure de l'épithélium jusqu'aux couches les plus profondes. Et ce tissu conjonctif est responsable des propriétés biomécaniques du tissu et de sa régulation en teneur d'eau. Et en rouge, vous avez un muscle stratifié, volontaire, donc qui est responsable, lui, des propriétés contractiles du pli vocal, donc pour réguler la tension du pli et puis son volume également. Alors très souvent, dans la littérature, on simplifie cette structure multicouche, comme beaucoup d'autres tissus mous du corps humain, donc en un corps et une cover qui réunit donc la lamina propria et l'épithélium. Et aujourd'hui, le lien entre les spécificités histologiques du tissu vocal et ses performances vibratoires, vibromécaniques uniques sont encore très mal comprises.
Alors, je vous propose voilà, un aperçu du contexte clinique avec les pathologies vocales et puis les plans thérapeutiques actuels. Donc, vous avez ici quelques images cliniques sur les pathologies vocales. Donc, il faut avoir conscience que c'est un tissu qui est en constante réparation de micro-lésions du fait des collisions périodiques, de la pollution, des reflux, du tabac ou du forçage vocal. Et donc, typiquement, après un phonotrauma, on peut développer des laryngopathies dysfonctionnelles. Donc, ce sont par exemple des polypes, des kystes, des nodules, ce qu'on appelle des œdèmes de Rhinck, qui sont bénignes généralement. Quand il y a une réaction chimique, avec le tabac par exemple, on peut développer des laryngopathies cancéreuses avec le carcinome. Et puis, de façon plus rare, des laryngopathies congénitales avec des vergetures ou des palmures sur les plis. Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est que quelle que soit en fait la pathologie, la couverture muqueuse du pli vocal, c'est vraiment le site critique de développement des pathologies, et ça s'accompagne toujours d'un réarrangement de microstructures et d'une dysfonction dans les propriétés, les performances vibromécaniques du tissu. Donc ça va de la dysphonie, l'aphonie, la perte de la voix, mais ça peut aller jusqu'à des problèmes de dyspnée ou dysphagie, donc des problèmes de déglutition, respiration. Aujourd'hui, donc la prise en charge thérapeutique, on a d'un côté l'orthophonie, donc qui est basée sur la correction du geste vocal mal adapté par des manipulations laryngées, des exercices de respiration ou de communication, et donc qui est basée sur un très grand savoir-faire des praticiens et qui sont en constante demande de connaissances fondamentales sur la mécanique de la voix. Et on a également la chirurgie microlaryngée qui consiste en l'excision de la lésion ou la résection, le retrait du tissu endommagé des couches superficielles jusqu'à la cordectomie complète. Et il faut avoir conscience que malgré ces prouesses chirurgicales, eh bien, il y a parfois des complications ou des lésions cicatricielles qui conduisent à des résultats peu probants, avec, par exemple ici, vous voyez une cicatrice qui vraiment empêche les cordes vocales de vibrer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de biomatériaux fonctionnels pour la restauration durable de la voix des patients. Voilà, donc ce sont des limitations qui sont partiellement dues au manque de connaissances fondamentales sur les propriétés spécifiques vibromécaniques, histologiques du tissu vocal, qui est très difficile à mimer. Alors, je vais présenter quelques verrous sur la biomécanique de la voix, sur les recherches. Il y a une communauté qui travaille vraiment là-dessus. Donc déjà, il faut avoir conscience que c'est un tissu qui est très difficile à caractériser expérimentalement parce qu'il est protégé par les cartilages du larynx et que les techniques de diagnostic usuelles comme les ultrasons ne sont pas adaptées. On n'arrive pas à voir le tissu. Vous avez ici les deux gold standards pour cliniquement observer les vibrations des cordes vocales, mais on a uniquement accès à un plan 2D et aucune information sur la microstructure interne. Donc c'est pourquoi beaucoup d'études se sont portées sur la caractérisation ex vivo, sur des tissus ex vivo, animaux ou humains, issus de cadavres. Et donc, généralement, autour de ces tissus, on est très limité, évidemment, en nombre, en dimension, en conditions de préservation des tissus. Et quand on arrive à faire une mesure, on a vraiment une grande variabilité inter- et intra-individuelle, comme ici sur ces mesures de modules de cisaillement. La base de données, quand on a commencé ces travaux, est donc relativement incomplète. Généralement, on fait des mesures mécaniques en toute petite déformation, comme ici en mesure DMA, ou des mesures qui sont très locales d'indentation, qui ne sont pas forcément adaptées quand le tissu est très hétérogène. Et quand on arrive à faire des mesures en grande déformation, on a généralement un seul mode de chargement qui est étudié, la traction uniaxiale. Or, pendant la phonation, là ce sont des simulations numériques, le tissu vocal est soumis à des chargements mécaniques couplés très complexes, la tension évidemment, mais également le cisaillement en interaction avec le fluide, et puis la compression transverse lors de la collision des plis. Voilà, un autre verrou expérimental, c'est comment réussir à identifier, à comprendre la microstructure interne des plis vocales à l'échelle du tissu et de suivre également son réarrangement pendant la déformation. Donc là, je vous montre que depuis les années 2010, il y a eu beaucoup d'efforts pour aller sur la visualisation 3D à la micro-échelle de tissus qui ne sont pas fixés, qui sont déformables. Donc on peut citer la micro-IRM qui permet effectivement d'observer la différence entre le muscle vocal et puis la lamina propria à des résolutions de 40 microns, qui nécessitent de grands champs magnétiques pour le voir.
mais on n'arrive pas à voir la structure fibreuse interne du tissu vocal. Vous avez la tomographie par cohérence optique qui, elle, a une meilleure résolution, mais il y a un problème de pénétration du signal quand on va en profondeur du tissu, et du coup, on a également beaucoup de mal à identifier les réseaux de fibres. Vous avez aussi, de façon plus classique, la microscopie confocale, qui est très efficace pour identifier des protéines fibreuses, dissocier l'élastine du collagène, mais dans des champs de vue qui sont extrêmement limités généralement. Voilà, donc toutes ces complexités à l'échelle expérimentale conduisent à des modèles mécaniques de la vibration vocale et de la voix qui sont relativement simplifiés et puis difficiles à enrichir. Donc, on a les premiers modèles qui ont été proposés dans les années 70, sont des modèles masse-ressort-amortissement en interaction avec le flux d'air, qui sont basés sur une approche plutôt phénoménologique et une géométrie très simplifiée de la structure. On a des modèles continus type éléments finis qui ont été proposés dans les années 2000, qui offrent une meilleure géométrie, mais qui ont besoin de lois constitutives au niveau du matériau perfectionné. Et actuellement, elles sont relativement simples. Elles considèrent chaque couche comme un matériau avec des propriétés quasi linéaires, élastiques. Et puis, depuis 2010, on a des premiers modèles micromécaniques qui prennent en compte les renforts fibreux dans cette structure composite, qui permettent de prendre en compte l'anisotropie du tissu. Mais les paramètres sont choisis de façon relativement empirique malgré tout. Ils sont souvent étudiés dans un seul type de chargement, la traction uniaxiale. Et puis, ils n'ont pas pour le moment conduit à une prédiction des micromécanismes de déformation de cette structure particulière. Voilà, et donc très brièvement sur les modèles in vitro qui sont développés dans les laboratoires pour étudier la voix humaine dans des simulateurs de phonation, on a des élastomères homogènes, alors monocouches ou multicouches, mais qui sont tous faits de matériaux isotropes au comportement mécanique quasi linéaire, et donc qui conduisent à des vibrations encore très éloignées du tissu vocal réel. Et donc les premières maquettes composites à renfort de fibres sont arrivées assez tardivement. Il y a une rare étude dans la littérature qui montre l'impact de ces renforts fibreux sur la fréquence fondamentale de vibration, mais ce sont des études qui restent à étendre, à valider dans d'autres types de chargements, et surtout il y a vraiment un besoin de contrôler les paramètres de microstructure pour mieux comprendre cet impact entre l'histologie, la mécanique et la vibration. Voilà, donc c'est à partir de ce constat qu'on a essayé de travailler avec mes collègues pour essayer de contribuer à lever certains verrous. Dans une première étape, caractériser la structure 3D du pli vocal à l'échelle macroscopique jusqu'à l'échelle microscopique et également compléter les données biomécaniques. Dans un deuxième temps, à partir de ces données, on a cherché à construire un modèle multi-échelle, un modèle micro-macro, pour prendre en compte ces spécificités à la micro-échelle et prédire le comportement du composite à la macro-échelle. Et dans un troisième temps, eh bien, on a cherché à avancer sur le développement de d'oscillateurs biomimétiques nourris de ces précédentes étapes. Donc je vais commencer par vous présenter la première étape. En biomécanique. Donc la stratégie expérimentale ici, ça a été de faire des essais mécaniques sur des plis vocaux excisés humains cadavériques, donc de les faire en déformation finie sous des chargements multi-axiaux qui ont été rarement explorés jusqu'à présent. Et on a également beaucoup investi la caractérisation de la microstructure du pli vocal grâce aux avancées de la microtomographie à rayon X synchrotron qui permet de pouvoir screener la microstructure interne des organes fibreux. Alors, pour l'aspect biomécanique à la macro-échelle, donc nous avons fait un certain nombre d'essais en collaboration avec les cliniciens. Donc, on est parti de cordes vocales excisées, dont on a séparé les différentes couches superficielles et muscle vocal, que nous avons testé mécaniquement au laboratoire d'anatomie avec des setups dédiés. Donc, vous avez des cellules de force très faible charge, 5 newtons, le tout évidemment dans une ambiance climatique qui contrôle l'humidité pour éviter le séchage. Et donc, on a soumis chacun de ces échantillons à différents chemins de chargement successifs, en tension, en compression et en cisaillement. Donc, des forces axiales, on a pu mesurer donc les contraintes de Piola-Kirchhoff et puis les déformations qui ont été estimées donc à 10% en tension jusqu'à 60% en cisaillement pour limiter au maximum l'endommagement du tissu.
Donc vous avez ici quelques résultats obtenus sur ces propriétés mécaniques de la lamina propria en particulier. Donc vous avez les contraintes en fonction des déformations obtenues pour la tension, pour la compression et pour le cisaillement ici. Et donc, on voit que quel que soit le type de chargement, on a une réponse fortement non linéaire, viscoélastique, pour tous les modes. On voit en particulier cette augmentation de la rigidité avec la déformation en forme de courbe Angie, qui est assez classique pour les tissus mous biologiques en tension, du fait du recrutement progressif et du déploiement des fibres de collagène et d'élastine initialement ondulées. On voit que c'est vraiment en tension que ce raidissement est le plus marqué. Donc oui, vous aviez ici un cycle de charge-décharge typique sur le tissu. Si on regarde également les ordres de grandeur des contraintes qui ont été mesurées, eh bien on a des ordres de grandeur qui sont bien plus importantes en tension, du fait de la contribution des fibres, justement, et puis des ordres de grandeur qui sont assez comparables en compression et en cisaillement. Enfin, vous avez ici en bleu la contribution du muscle vocal, qui est vraiment moindre par rapport à celle de la lamina propria en tension. Donc ça, c'était relativement attendu du fait du côté passif du muscle. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de regarder que pour un même niveau de déformation, en compression et en cisaillement, on a une contribution mécanique assez équivalente pour les deux couches. Alors je vais vous décrire maintenant un petit peu ce qu'on a fait pour décrire la microstructure 3D du pli. Donc on a utilisé la microtomographie. Alors pour rappel, la microtomographie à rayon X de laboratoire, donc pour pouvoir faire ce type d'expérience, on a besoin d'une source à rayon X, de fentes optiques qui vont guider le faisceau incident. Vous avez ici l'échantillon en bleu qu'on cherche à scanner, qui est caractérisé par une certaine épaisseur et un coefficient linéaire d'absorption. Et puis on mesure l'intensité transmise sur un détecteur, qui est, elle, fonction de ce coefficient d'absorption. Donc ça, c'est vraiment le mode d'imagerie conventionnel qui permet d'obtenir ce genre d'image sur une coupe transverse de larynx et qui est très adapté si l'on cherche à caractériser deux structures qui ont des coefficients d'absorption très distincts, comme le calcium et les tissus biologiques. Donc on a ici la corde vocale. Le problème, c'est que, quelle que soit la résolution, eh bien, on a un tissu qui apparaît complètement homogène. Donc on n'arrive pas à avoir les renforts fibreux. Donc c'est pourquoi nous sommes allés à l'ESRF pour faire des expériences, et en particulier à la ligne ID19, qui offre différentes modalités d'imagerie, en plus d'un faisceau de rayon X très puissant et d'une très grande qualité. Et donc ces modalités d'imagerie sont à la fois sensibles au mode d'absorption, donc à l'atténuation des rayons X au passage quand elles traversent la matière, donc en rouge, mais également à la variation de phase entre le faisceau incident et puis le faisceau qui est transmis au détecteur. Donc typiquement, vous avez ici un même composite. C'est un composite fait d'une matrice en polymère avec un renfort en fibre de lin qui est scanné en haut en mode d'absorption et puis en bas en mode de contraste de phase, en mode d'imagerie de contraste de phase. Et donc vous voyez que c'est extrêmement puissant pour pouvoir avoir accès à la microstructure interne et aux hétérogénéités. Voilà, donc on a utilisé ce mode d'imagerie très particulier pour pouvoir scanner des pièces anatomiques à l'échelle du larynx jusqu'à l'échelle du tissu en différentes positions angulaires. Et donc on obtient une reconstruction 3D comme un scanner d'hôpital. Voilà. Et donc cette démarche, cette méthode nous a permis d'obtenir des premières caractérisations multi-échelles du tissu vocal, donc à l'échelle du larynx, ici à gauche. Donc on a les deux plis vocaux. Et donc quand on va vers la droite, on descend dans les échelles. L'échelle des sous-couches, donc conjonctive et musculaire. Vous avez ici la lamina propria et ici le muscle vocal. Et puis on peut isoler, ici une cellule musculaire. Et ici en bas, vous avez des mèches de fibres de la matrice extracellulaire, donc de collagène et d'élastine. Aujourd'hui, il est très difficile avec cette méthode, malgré tout, de différencier les protéines fibreuses et donc de différencier élastine et collagène. Voilà. Alors ces résultats ont été obtenus moyennant une optimisation des conditions de préservation du tissu, également d'agents de contraste qui ont été nécessaires pour certaines échelles, et puis une optimisation également des conditions optiques, du setup optique d'imagerie, donc l'énergie du faisceau, le nombre de projections, etc.
Alors, si on regarde ces structures 3D un petit peu qui ont été obtenues un peu plus en détail, donc vous avez ici une reconstruction 3D d'un pli vocal féminin. Donc, on a ici en coupe en coupe frontale, l'épithélium de surface qui est ici saturé, la couche ici de tissu conjonctif, la lamina propria, et le vocalis ici avec les plus grosses fibres qui arrivent. Donc, si je me place dans ce tissu conjonctif, la lamina propria, et que je fais une coupe transverse, j'obtiens cette coupe en verre où on observe des orientations préférentielles, des mèches de fibres de 2 à 10 microns, une structure extrêmement ondulée et puis des gradients de microstructure également de l'épithélium jusqu'à la couche musculaire. On a pu mettre en regard de ces mesures des mesures histologiques sur des tissus fixés, indéformables, pour faire le parallèle avec l'organisation des fibres de collagène de type 1 ou de type 3. Et donc, pour la couche musculaire, on observe également des orientations préférentielles. On est capable, du coup, de mesurer les diamètres des fibres. Et vous avez, pareillement, en regard, à côté, une coupe histologique standard avec des colorations qui permettent d'identifier les fibres musculaires qui sont reconnaissables grâce à des stries très particulières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit également, autour de chaque fibre musculaire, une gaine de fibres de collagène qui a un rôle mécanique très important. Voilà, donc on a une base de données d'images 3D très conséquente, et donc à partir de ces bases de données, on est capable de calculer des descripteurs quantitatifs de microstructures qui sont très importants pour alimenter des modèles notamment. Et donc, pour chaque voxel dans le volume dans une zone d'intérêt, on calcule les orientations des fibres de collagène, les vecteurs tangents à ces fibres, et on peut également dériver des tenseurs effectifs, des tenseurs de structure ou des tenseurs d'orientation sur la base de ces traitements d'images, qui nous donnent accès à une carte 3D des orientations dans le volume. Donc vous avez ici une carte des orientations dans la lamina propria, par exemple, dont on peut extraire une fonction de distribution angulaire des angles 3D. Donc on voit vraiment un seul pic, donc, qui est le signe d'une orientation très marquée, qu'on retrouve également dans la composante du tenseur ici d'orientation. Donc une orientation principale et 2 orientations différentes également dans les 2 autres plans principaux. Donc c'est vraiment le signe d'une structure orthotrope. De la même façon, avec les mêmes outils, on peut caractériser le muscle vocal qui a une distribution angulaire plus étalée, avec une symétrie de rotation autour de l'axe antéro-postérieur, et donc un axe principal, ici une composante principale par rapport aux 2 autres composantes du tenseur, qui est vraiment signe d'une structure isotrope transverse. Et donc ces données ont permis de quantifier un petit peu la microstructure du pli vocal et puis de renseigner un petit peu plus les schémas qui étaient proposés jusqu'alors dans la littérature sur la constitution du pli vocal. Alors, on peut calculer les orientations 3D, on peut calculer aussi les tortuosité des fibres, leur ondulation à l'état au repos, donc à l'état non sollicité, dans les 2 couches. Donc on a pu calculer les longueurs de corde, les longueurs de fibres, à partir justement de ces mesures locales d'orientation. Et puis on a pu dériver des diamètres caractéristiques, soit en faisant des mesures statistiques sur les volumes disponibles, soit en suivant sur une fibre individuelle l'évolution du diamètre. Donc vous avez pour une fibre musculaire, par exemple, une variation entre 50 et 80 microns. Voilà, donc malheureusement, la résolution actuelle et les autres challenges technologiques limitent encore l'analyse à l'échelle des réseaux de collagène et d'élastine, car on n'est pas capable de différencier ces 2 protéines fibreuses. Donc voilà pour la première étape un peu sur l'aspect biomécanique et microstructure. Je vais passer à la 2e étape, vous montrer un peu les avancées, les propositions qu'on a pu faire pour enrichir les modèles de la littérature et proposer un modèle du pli vocal multi-échelle tenant compte de ces réseaux de fibres. Donc la stratégie, c'est d'idéaliser la géométrie de chaque couche en utilisant des paramètres simples, géométriques et mécaniques, mais pertinents pour l'étude de ces composites-là. Et une fois qu'on a simplifié, qu'on a idéalisé un petit peu le composite, l'idée c'est de construire un modèle qui remonte les échelles et qui soit capable de prédire le comportement multi-échelle de chaque couche à l'échelle macroscopique, en tension, en compression et en cisaillement. Alors, donc
Donc je commence par l'idéalisation du pli vocal à la micro-échelle. Donc vous avez ici pour rappel une coupe histologique de la lamina propria et ici une coupe histologique du vocalis. Donc on a vu cette structure sandwich composite, chaque couche comme la répétition périodique d'un volume élémentaire représentatif. Et qu'on a choisi directement inspiré des modèles d'Arruda et Boyce qui ont été proposés dans la littérature pour modéliser les chaînes macromoléculaires dans les polymères, dans les matériaux caoutchouteux. Donc, on a considéré que le réseau de fibres élémentaires pouvait être vu par une matrice verte de comportement mécanique extrêmement mou et un renfort fibreux que vous avez ici en brun de fibres ondulées. Donc ce VER est défini par une fraction volumique de fibres à l'échelle du VER, et de façon encore plus générique et synthétique, on peut le voir donc, en fonction des couches comme un assemblage, une orientation de 4 barres en brun qui sont connectées par un nœud central et donc qui ont une certaine longueur et une orientation également 3D donnée à faire dialoguer avec les bases de données expérimentales. Au niveau de la formulation des lois constitutives, donc le tenseur de contraintes macroscopiques au sens de Cauchy donc, peut être vu comme la somme de plusieurs composantes. Donc, la composante de pression hydrostatique qui est liée à l'incompressibilité du système. Pour la matrice, on a choisi un modèle néo-hookéen, donc relativement simple, un modèle hyperélastique néo-hookéen, qui est caractérisé par la fraction volumique de fibres et puis le module de cisaillement de la matrice. Et donc on peut dériver la contribution mécanique qui est liée à la matrice en vert par cette formule, à partir de la densité d'énergie de déformation et F, le gradient de la transformation. Sigma F, c'est donc ici la contribution mécanique du renfort fibreux. Et sigma S, c'est la contribution mécanique des interactions entre les fibres. En fait, cette partie-là a été rajoutée. Elle n'est pas initialement dans les projets, dans les modèles proposés par Arruda et Boyce, mais c'est vraiment dans les milieux fibreux denses un aspect à prendre en compte pour modéliser physiquement la contrainte de gène stérique, c'est-à-dire le fait que les fibres ne peuvent pas s'interpénétrer pendant la cinématique de l'essai. Donc je vais entrer un peu dans les détails pour sigma F et pour sigma S, à commencer par la lamina propria. Donc, dans ce cas-là, pour cette couche-là, chaque barre en fait, correspond à une mèche, une fibre de collagène ondulée au repos, donc avec des paramètres à l'état non contraints, des paramètres géométriques d'amplitude, de tortuosité, de longueur, et puis soumis à une tension TI. Alors, chaque fibre de collagène peut être vue comme un assemblage parallèle de fibrilles de collagène, qui est encore l'échelle du dessous, avec des diamètres qui sont plutôt nanométriques. Et donc, ces fibrilles, on considère qu'elles n'ont pas d'interaction entre elles, ou en tout cas que leur interaction de frottement dans la direction transverse est négligeable par rapport à leur contribution dans la direction longitudinale. Et donc, on a choisi une formulation pour prédire le comportement petit ti, donc la tension au niveau de la fibrille de collagène. Et donc, on trouve différents modèles dans la littérature. Il y en a un ici en particulier qui prend en compte 3 étapes. Une première étape pour des fibres très ondulées au repos, où c'est l'étape de déploiement de la fibre avec la déformation. Une étape de transition, et puis l'étape ici asymptotique, qui est vraiment le régime quasi linéaire d'une corde droite élastique. Donc voilà, dans cette formule, vous retrouvez les modules tangents initiaux et le module asymptotique pour tenir en compte de ce déploiement progressif qui est lui-même relié à la géométrie de la fibre et à ses propriétés mécaniques intrinsèques. Pour les contraintes stériques, des effets stériques, en fait, conceptuellement, on peut les voir également comme un réseau périodique de forces d'interaction entre les fibres, ou plus exactement entre les nœuds du treillis. Et donc, on a proposé des forces d'interaction qui peuvent être activées quand la distance entre les nœuds devient plus petite qu'une certaine distance critique delta C. Et donc, quand les nœuds sont trop proches du réseau, cette force est activée et nous avons choisi cette force comme une loi puissance de la distance internodale, donc qui n'est pas activée si les nœuds sont trop loin et qui devient active si les nœuds se rapprochent. Voilà, donc bon, je vous ai montré un peu brièvement comment
comment on peut modéliser l'échelle, la mécanique et la géométrie à l'échelle des fibres et de ces interactions. Et alors, pour remonter les échelles, on se base sur les travaux qui ont été menés en homogénéisation de structures discrètes périodiques. Donc, c'est comment, à partir de la géométrie et de la mécanique à la micro-échelle, je vais pouvoir remonter les échelles pour prédire le comportement du composite. Donc, en s'appuyant sur les travaux de Denis Caillery, de Jean-Louis Oriot, notamment à Grenoble, eh bien, on peut montrer que, du coup, la contrainte homogénéisée dans le milieu équivalent, elle peut s'écrire de façon semi-analytique comme ceci, en fonction donc, des paramètres géométriques du réseau et de la tension à l'échelle des fibriles. De même ici, pour la contrainte homogénéisée pour les effets stériques, vous avez une dépendance qui est liée à l'organisation interne du réseau et également aux forces d'interaction interfibres dans le composite. Alors, voilà, je vous ai présenté un petit peu la méthodologie pour la lamina propria. On peut faire la même chose pour la sous-couche vocalis. C'est encore un petit peu plus compliqué puisque dans le vocalis, donc on a cette fibre musculaire en rose qui peut être vue comme un assemblage de fibrilles musculaires. Mais vous vous rappelez, il y a également cette gaine de collagène qui a un rôle mécanique très important et qui est également, elle, un assemblage de fibrilles de collagène. Donc, quand on prend tout ceci en compte, eh bien, on complexifie évidemment les réseaux sigma F et sigma S, et cela donc suppose d'avoir des données pour pouvoir décrire à la fois la topologie du réseau dans les deux couches, et puis la mécanique également aux échelles élémentaires des fibrilles. Voilà, donc on a au final un modèle avec beaucoup de paramètres. 12 paramètres pour la lamina propria, 6 paramètres géométriques et 6 paramètres mécaniques, mais tous ces paramètres peuvent être vraiment bornés dans des contraintes physiologiques assez fortes et dériver eh bien, des données physiques issues soit d'images 3D acquises par tomographie, complétées par d'autres données de la littérature, et puis sur les aspects mécaniques, eh bien, nous avons alimenté le modèle avec effectivement les données d'indentation, des données de cisaillement qui existaient dans la littérature sur la biomécanique phonatoire. Quand on passe au vocalis, puisqu'on a 2 familles de fibres, eh bien, on augmente le nombre de paramètres, donc 18 paramètres, 10 géométriques, 8 mécaniques. Donc vous avez de la même façon une volonté de contraindre ces paramètres dans des gammes de variations qui ont du sens physiologiquement. Et de les rapprocher vraiment d'une réalité physique mesurable. Voilà, donc une fois qu'on a l'ensemble de ces bases de données, l'ensemble de ce modèle, eh bien, on a une procédure d'optimisation à mener, et donc qui nous permet d'initialiser les paramètres et puis de les contraindre également. Et ce qui est important de retenir, c'est que pour chaque couche, et pour les 3 modes de chargement obtenus, on a un seul set de paramètres qui a été optimisé et qui est caractéristique de la microstructure du tissu. Donc, j'en arrive à quelques présentations de résultats. Donc, pour rappel, vous avez ici les courbes de comportement contrainte déformation pour la lamina propria en rouge, en tension, en compression et en cisaillement. Vous avez la même chose ici en bleu pour le muscle vocal. Donc ça, c'est les mesures macroscopiques dérivées de l'étape 1. Et donc, vous avez ici les prédictions du modèle qui a été identifié pour chaque sous-couche. Un modèle hyperélastique, pour le moment, uniquement sur la charge, sur la courbe neutre entre la charge et la décharge. Et donc, qui permet de reproduire ces 3 types de chargements de façon plutôt quantitative. Alors, je ne vous présente pas toute la partie viscoélastique, mais on peut encore enrichir le modèle pour prendre en compte des effets visqueux au niveau de la mécanique de ces fibrilles, et donc qui, là, du coup, nous permettent de pouvoir reproduire l'hystérèse à la charge et à la décharge, en tout cas sur le premier cycle, et également les contraintes résiduelles que vous avez ici, par exemple en compression ou en cisaillement. Alors, l'intérêt de ce type de modèle, c'est vraiment de montrer la force de la contribution du tissu fibreux pour la mécanique des tissus biologiques, ici du tissu vocal, mais ça peut être étendu à d'autres types de tissus. Donc, vous avez, si on zoome sur la sollicitation en tension, par exemple, vous avez ici, donc, en rouge, la prédiction théorique, et en vert, la prédiction théorique s'il n'y avait aucun réseau fibreux dans le tissu vocal, donc la matrice seule.
Donc on voit clairement la contribution mécanique essentielle des réseaux de fibres de collagène dans le tissu vocal. Vous avez ici une petite animation qui vous montre la déformation du VER en tension. Donc on commence avec la structure orthotrope initiale qui a été dérivée de l'étape 1, et puis on voit comment elle évolue en fonction du chargement longitudinal. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dériver ici la prédiction des orientations pendant le chargement et mettre en lumière certains micromécanismes qui sont très difficiles à mesurer expérimentalement. Donc là, en particulier, on montre que le très grand niveau d'anisotropie structurelle conduit à un phénomène un peu auxétique, donc inattendu, c'est-à-dire qu'on va tirer sur l'échantillon, puis il va gonfler dans une des directions. Et donc cette auxéticité est vraiment le fruit d'un couplage très marqué non linéaire entre les rotations du treillis et puis le déploiement des fibres de collagène qui sont mises en tension. Voilà. Un autre résultat qui est issu de ce dialogue expérimental modélisation, c'est vraiment l'importance cruciale des interactions stériques, de la prise en compte des interactions stériques pour comprendre et reproduire le comportement en compression de ces tissus. Vous avez à gauche les prédictions théoriques qu'on obtient si on néglige complètement les interactions stériques dans le modèle. On est incapable de reproduire la ligne neutre de ces tissus-là, et vous avez effectivement les prédictions ici qui sont plutôt satisfaisantes quand on prend en compte les interactions. Alors on peut changer de type de chargement et aller vers des chargements de plus en plus rapides à haute fréquence qui sont pertinents pour l'étude de la production vocale, donc comme l'analyse mécanique dynamique. Donc on trouve dans la littérature quelques données, ici sur un échantillon qui est fait en petite déformation, donc on impose un chargement sinusoïdal au tissu en cisaillement, et puis on mesure la réponse oscillatoire obtenue en termes de force et de contrainte. Et puis, du coup, on obtient de ces mesures-là des modules dynamiques de cisaillement, donc des modules élastiques et visqueux, en fonction des différentes fréquences de chargement qui sont appliquées jusqu'à 1000 Hz. Et donc, avec ce ratio des effets visqueux sur les effets élastiques, on peut calculer des coefficients d'amortissement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu également caler ce même modèle sur d'autres mesures de la littérature, donc ces mesures-là qui sont issues de Chan et Rodriguez en 2022, et donc qui offrent un accord quantitatif et qualitatif satisfaisant, notamment avec ce croisement des régimes G' et G', des effets visqueux et des effets dynamiques, en deçà duquel on n'observe pas de vibration des cordes vocales parce que la structure est trop amortie. Voilà. Et puis on peut également s'amuser après avec le modèle à faire varier les paramètres de microstructure pour mieux comprendre l'impact de chaque paramètre sur la biomécanique du tissu. Donc on a accès par exemple à la tension interne à l'échelle des fibrilles de collagène. Mais surtout, voilà, vous avez ici les différentes prédictions théoriques obtenues en trait-plein, pour différents types de typologies de traits, pour des fractions volumiques de fibres variées. Donc ici, on a ce qu'on aurait s'il n'y avait absolument aucune fibre dans le tissu vocal. Voilà, donc on peut également aller vers des oscillations de plus grande amplitude. Donc là, il y a vraiment très très peu de données dans la littérature à ce sujet, mais on peut obtenir les contraintes en fonction du cisaillement pour différentes... pour une même fréquence, faire varier le degré d'élongation, et donc on voit que le modèle est également capable de reproduire ces différents cycles, sauf en très grande déformation, où il manque des ingrédients encore qui sont liés plutôt à l'endommagement du tissu. Voilà, donc on voit qu'effectivement, par contre, si on change le modèle, et si dans le modèle, eh bien, on altère, par exemple, le module de la fibrille de collagène, et on l'abaisse en simulant un endommagement de la fibrille, et bien là, on est capable de reproduire ce type de comportement. Voilà, donc la suite, c'est également d'implémenter ce modèle-là dans des modèles éléments finis, de faire des essais dynamiques pour étudier la transitoire du pli vocal, et par exemple de comprendre par ces simulations l'impact d'un des paramètres de microstructure sur la réponse vibratoire du pli. Donc je vais avancer un peu sur l'étape 3 pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est dans le développement d'oscillateurs biomimétiques.
Et donc d'abord, je vais vous parler des matériaux et des structures candidats qu'on a étudiés. Donc, on s'est intéressé aux mâts de fibres de polycaprolactone qui peuvent être mis en forme par une technique de jet spraying qui a été en fait brevetée par nos collègues lyonnais au LBTI. Donc là, c'est une technique de mise en forme. On a une solution de polymère et on a un GDR qui vient donc projeter sur un collecteur tournant les fibres pour faire des fibres nanométriques qui sont plus ou moins organisées, droites ou des orientations qui sont plus ou moins maîtrisées. Donc on a optimisé ce procédé pour avoir des distributions d'orientation proches des orientations qu'on a mesurées sur le collagène. Et donc, on a noyé ces mâts de fibres dans une matrice molle, alors soit en silicone élastomère, qui sont des silicones qui sont utilisés dans la littérature sur la voie, soit dans des hydrogels biocompatibles, beaucoup plus chers, hein, qui sont faits en polyéthylène glycol, et dont la formulation chimique a été optimisée par nos collègues lyonnais. Donc, ce qui est important, c'est qu'on voit que pour chaque couple contrainte déformation qui a été mesuré sur le tissu vocal, on est capable, ce faisant, d'optimiser la formulation chimique et l'organisation du réseau de fibres pour proposer un candidat biomimétique capable de reproduire le comportement mécanique du tissu vocal en tension ou en compression ou d'autres types de chargement. Alors, un des gros challenges, c'est de vérifier, une fois que cette optimisation elle a été faite en quasi-statique, eh bien, quel est l'impact sur la vibration obtenue de ces structures, une fois qu'on les met en forme et qu'on les fait interagir avec un flux d'air. Donc, pour rappel, voici les données de référence que l'on cible. Donc, on a des données géométriques qui sont liées, directement dérivées ici des images laryngées 3D. Des données aéroacoustiques, donc voilà, pour rappel, la fréquence fondamentale de vibration, l'intensité sonore qui varie entre 30 et 120 décibels avec une moyenne de 65 décibels, la pression sous-glottique dans la trachée qui varie entre 300 et 3600 pascal. Donc, et puis le pattern vibratoire de la corde vocale. Donc là, c'est vraiment des mesures faites sur de vraies cordes vocales in vivo par cinématographie ultra rapide. Donc, une des analyses phares en clinique, c'est de choisir une des lignes de vibration et de la tracer en fonction du temps, ce que vous avez ici représenté. Et donc, on suit ainsi sur une ligne du pli vocal son évolution temporelle, ce qui donne des informations sur l'ouverture cyclique, la fermeture et les propriétés du contact glottique, qui a un impact extrêmement important sur la qualité du son produit. En particulier, cette forme en diamant là, d'ouverture glottique renseigne sur les durées, les vitesses de fermeture et d'ouverture, et c'est vraiment très important pour la biomécanique vocale. Alors, donc, nous avons proposé une réplique 3D de cordes vocales. Hein. Vous avez ici une réplique qui est encastrée dans une enveloppe laryngée. Donc, le dispositif a permis de tester différents types de matériaux candidats, des matériaux isotropes, complètement homogènes, avec différentes matrices, et puis des composites anisotropes dans lesquels on a inséré ces mâts de fibres organisés et optimisés en polycaprolactone. L'enveloppe laryngée est là pour accueillir différents types de matériaux candidats, et donc elle est moulée également dans un silicone beaucoup plus rigide. Et donc, on a inséré cette maquette de plis vocaux 3D dans un setup plus global qui a permis d'articuler la maquette, hein, de contrôler la pré-élongation de chaque pli. Donc, vous avez ici le pli au repos et puis le pli en tension. La maquette est également alimentée avec un débit d'air contrôlé. Et puis, on mesure un certain nombre de signaux pour comprendre les corrélats aéroacoustiques de nos choix. Donc, vous avez la pression sous-glottique qui est mesurée, les corrélats audio, donc l'intensité sonore et la fréquence fondamentale de vibration. Et puis, grâce à une caméra rapide, eh bien, on peut suivre la vibration des plis vocaux et puis mesurer de façon quantitative l'air glottique et puis l'échymogramme que je vous ai présenté. Alors, je vais vous montrer une première vidéo pour que vous ayez les tendances un peu qualitatives. Qu'est-ce qui se passe quand je change de matériau isotrope dans un premier temps pour un même étirement donné et un même débit, une même ouverture de valve. Donc, voici la vidéo. Donc
voilà, donc on voit clairement, alors déjà on voit que l'auto-oscillation de chaque réplique périodique a pu être permise. Ce qu'on voit clairement, c'est l'impact qualitatif de chaque matériau choisi sur le son perçu, évidemment la fréquence, la qualité du son également, sur le pattern vibratoire. Vous avez ici chaque chymogramme qui a été associé, donc les différents silicones de dureté décroissante, Ecoflex 50, 30, 10, et puis un hydrogel ici, en gélatine. Donc on voit en particulier ici la vibration très singulière de l'Ecoflex 10, donc qui se fait sans contact. Et puis on a également ici la forme en diamant pour l'ouverture glottique, pour le matériau de type hydrogel, donc qui est très prometteur, car relativement proche de ce qu'on peut observer sur du vrai tissu vocal. Donc, de cette base de données, on peut tirer et mesurer des descripteurs quantitatifs. Donc, vous avez ici l'intensité sonore en fonction du débit, la fréquence fondamentale de vibration de chaque maquette en fonction du débit, la résistance glottique en fonction du débit, et ce pour chaque matériau, donc une couleur par matériau, et un gradient de couleur en fonction du niveau d'étirement longitudinal appliqué. Voilà, donc on retrouve qu'au niveau de l'intensité sonore, les maquettes sont capables de couvrir l'amplitude souhaitée pour l'ensemble des données cibles, les données réellement physiologiques obtenues sur des larynx excisés ou même sur des données in vivo. Et on reconnaît également une courbe maîtresse en loi logarithmique du débit. Pour les fréquences, alors toutes les maquettes que je vous ai présentées ici ne sont capables que d'osciller dans la gamme la plus basse des fréquences fondamentales de la voix humaine, donc entre 20 et 50 Hz. Et on voit également une très légère variation de cette fréquence en fonction du débit et également en fonction du press-train. Enfin, pour l'aérodynamique, on note une chute graduelle de la résistance à l'échelle de la glotte avec le débit, ce qui est quelque chose qu'on a déjà mesuré sur des maquettes excisées. Voilà. Alors, si je focalise maintenant sur l'hydrogel, on observe que l'hydrogel en rouge offre la gamme de vibrations des fréquences les plus basses, de résistance glottique les plus basses également. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour ce candidat. La très bonne nouvelle, c'est par contre qu'il est capable d'osciller à des à des pressions sous-glottiques qui sont très proches de celles de la voix humaine, en particulier en deçà d'un kilopascal. Pour tous les autres modèles en élastomère, on est obligé d'envoyer beaucoup de flux pour pouvoir permettre l'auto-oscillation. Alors, on a essayé de comprendre l'impact aussi des propriétés d'interface sur les patterns vibratoires obtenus, en zoomant en particulier sur ce candidat un peu singulier, l'Ecoflex 10. Vous avez ici pour rappel les chymogrammes en bleu de l'Ecoflex 10 pour différents paliers de débit contrôlés. Et vous avez le même type de chymogramme obtenu pour un silicone élastomère aux propriétés volumiques a priori très proches, et donc est capable d'osciller à des débits beaucoup plus bas. On essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, l'Ecoflex 10 a des propriétés d'interface très différentes. Il est après la réticulation, qui se fait à peu près en 24 heures, il a une surface vraiment un peu collante. Donc forcément, ça a un impact non négligeable sur la vibration. Et on a essayé de corréler les résultats obtenus avec des mesures d'adhésion en faisant des essais de compression de deux types d'élastomères. Donc on comprime deux échantillons d'Ecoflex 10 et on mesure la force nécessaire pour les séparer. Et donc ce faisant, on voit qu'on a une force beaucoup plus importante pour l'Ecoflex 10 qu'on relie avec du coup les forces aérodynamiques qui sont forcément plus importantes, nécessaires pour les séparer lors du premier passage de l'air lors d'un cycle glottique. Donc voilà, ce comportement singulier a permis de mettre le doigt sur l'importance des forces d'adhésion dans la régulation des corrélats aérodynamiques de la phonation, quelque chose qui est très rarement étudié. Alors ensuite, forcément, comme les candidats ont plutôt vibré dans une gamme de fréquences très très basse de la voix humaine, donc on s'est interrogé sur l'impact de la raideur, de la rigidité du matériau sur la fréquence de vibration obtenue.
Et donc, si on regarde les modèles très simples de la littérature, pour modéliser la corde vocale, on peut avoir des modèles de poutres qui sont préétirés, qui sont mis en vibration transverse. Et donc, vous avez par exemple des modèles de vibration de type, pour les poutres de type Euler-Bernoulli, où on peut prédire la fréquence de résonance de la poutre en fonction de ses paramètres géométriques et également de la tension qui est appliquée à ses extrémités. Voilà. Donc, ce faisant, tous ces modèles-là, évidemment, prédisent une augmentation du pli vocal, normalement, enfin de la fréquence du pli vocal avec l'élongation. Donc, si on se focalise sur un matériau donné, par exemple l'Ecoflex 30, et qu'on regarde l'évolution, l'impact de l'étirement de ce pli sur la vibration, donc voici ce que l'on obtient. Voilà. Donc, on mesure effectivement cette baisse de fréquence fondamentale de vibration en fonction de l'élongation. Donc, ce qui est un peu décevant quand on cherche à faire du biomimétisme du tissu vocal. Et c'est une tendance qui est répétée pour tous les candidats isotropes. Mais c'est une tendance qui en fait est liée à la décroissance du module tangent dans la gamme de préétirement qui a été appliquée. La tendance, heureusement, s'inverse quand on considère les réseaux de fibres dans le tissu vocal et que, on a pu faire des premiers essais pilotes sur ces composites avec les renforts fibreux de polycaprolactone. Donc vous avez ici la fréquence fondamentale sans les fibres, avec les fibres. Et donc vraiment, on note l'importance cruciale du déploiement et de la mise en tension des renforts fibreux également sur les corrélats vibratoires de la structure. Néanmoins, pour le moment, la fréquence de vibration obtenue reste inférieure à une centaine de Hertz. Donc c'est encore une gamme assez basse de la voix humaine. Et donc on travaille actuellement à l'optimisation de la mésostructure du pli vocal. Donc il faut prendre en compte les différentes couches et puis le gradient de microstructure également au niveau de ces couches. On regarde également l'impact d'autres articulations laryngées et puis de conditions limites particulières. Alors en particulier, ici, vous avez un rappel, donc vous avez une maquette qui oscille avec différents paliers de débit donné. Vous avez la fréquence en fonction de l'étirement antéro-postérieur. Hein. On voit qu'on a vraiment peu d'effet finalement sur cette fréquence malgré l'étirement. Et vous avez la pression sous-glottique mesurée en fonction du débit. Si maintenant j'impose une contrainte supplémentaire dans la direction médio-latérale du pli, hein, vous avez ici une configuration mécanique qui est beaucoup plus bornée, beaucoup plus contrainte. Alors, du coup, les corrélats acoustiques mesurés sont très différents. Donc, on arrive à atteindre des fréquences qui sont beaucoup plus proches de celles de la voix humaine, hein, jusqu'à 200 Hz. Néanmoins, cela se fait au détriment d'une pression sous-glottique qui est également beaucoup plus importante et donc qui n'est pas celle de la voix humaine. On peut diminuer ces pressions-là en jouant sur la structure et donc la géométrie, les choix géométriques de la structure du tissu vocal. Mais vous voyez, par exemple, ici, on a diminué la longueur, on a diminué l'épaisseur, donc on fait grimper les fréquences. Par contre, au niveau des pressions, on peut également les faire diminuer, mais on voit sur la maquette ici qu'on a des mouvements hors plan dans la direction inféro-supérieure qui sont du coup engendrés et qui ne sont pas souhaités non plus. Donc, ces résultats ici se concentrent sur des maquettes isotropes. Donc, on est vraiment dans nos recherches actuellement en train d'optimiser le renfort fibreux à l'aide du modèle que je vous ai présenté également pour pouvoir continuer d'optimiser la microstructure et puis obtenir des résultats qui soient de plus en plus biomimétiques. Alors, je vous montre ici juste l'impact colossal des choix de structure et des choix de contraintes médiolatérales sur la maquette. Donc vous avez deux maquettes où les bords sont libres, faiblement contraintes, et une maquette très fortement contrainte. Et vous allez donc voir le résultat.
Donc, bon, vous avez vu sur la vidéo, on a des mouvements hors plan qui sont vraiment perceptibles, qui sont très importants, qu'il va falloir chercher également à quantifier. Donc, voilà, en conclusion, je voulais vous présenter ces avancées. Donc, première avancée sur la première étape, donc caractérisation biomécanique du tissu natif pour différents chargements multi-axés en grande déformation, donc à l'échelle macro. Et puis, tout un travail qui a été porté sur la caractérisation microstructurale du pli vocal en utilisant notamment l'imagerie synchrotron à rayon X. On a cherché à faire dialoguer cette base de données histomécanique avec un modèle physique capable de prédire la mécanique des sous-couches du tissu vocal et en particulier son comportement non linéaire, viscoélastique, anisotrope, dans un spectre de fréquences assez large. Donc ce modèle a permis notamment de mettre en lumière des changements d'orientation, des micromécanismes qui sont liés au déploiement des fibres ondulées et également l'importance des interactions fibre-fibre dans les cinématiques. Et puis donc on travaille encore actuellement donc, sur le design de cordes vocales auto-oscillantes avec des propriétés structurelles et mécaniques qui sont maîtrisées, pilotées, et donc on va dans une approche de plus en plus biomimétique. Dans un premier temps, nos premiers essais ont montré l'importance de la microstructure fibreuse sur la régulation de la fréquence fondamentale de vibration des structures, mais également le rôle de la mécanique de l'interface pour la régulation de la pression et du contact. Et il y a évidemment beaucoup de perspectives à ce travail de recherche. Alors, par exemple, sur la caractérisation du tissu, donc on cherche, là pour le moment je vous ai présenté des descripteurs qui ont été mesurés au repos. Ce qui est déjà un gros travail, mais évidemment, la suite, c'est de pouvoir mesurer l'évolution de chacun de ces descripteurs de microstructures lors de la déformation, et de pouvoir ainsi valider les micromécanismes qui ont été mis en lumière par le modèle, par exemple les phénomènes oxétiques. Pour l'aspect modélisation multi-échelle, on cherche également à enrichir le modèle en ajoutant l'activité musculaire pour la couche vocalis, et puis également très important de prendre en compte les phénomènes d'endommagement au niveau du composite. Tout ça pour aboutir à un modèle assez complet pour prédire le comportement complexe du pli vocal et de faire des analyses dynamiques prédictives sur des structures de plus en plus réalistes. Et enfin, en termes de conception, donc on travaille actuellement avec mes collègues sur l'élaboration de structures multicouches avec des gradients de microstructures pour la lamina propria. Ces fameux mouvements hors plan qui ne sont pas réalistes, en fait, c'est quelque chose qu'on cherche également à quantifier par stéréocorrélation d'images sur la maquette. Donc essayer d'obtenir vraiment une quantification des champs de déplacement hors plan pour pouvoir les optimiser. Et puis il y a tout un travail qui a été fait également sur comment imager par la microtomographie à rayon X des structures vibrantes et améliorer les protocoles et d'acquisition et de reconstruction d'images pour des structures vibrant jusqu'à 400 Hz, malgré le flou du mouvement. Donc là, il y a vraiment un gros travail méthodologique qui a été fait lors de la thèse d'Antoine Claus, qui a soutenu récemment, et qui permet, là, par exemple, de reconstruire en 3D, bon, vous avez juste une slice, mais là, c'est reconstruire en 3D un échantillon composite avec des hétérogénéités micrométriques vibrant à 100 Hz. Voilà, donc on continue dans ce travail d'optimisation de matériaux pour des oscillateurs biomimétiques. Et donc avec ça, je voulais vous remercier pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions et je vais remercier également l'ensemble de mes collaborateurs à Grenoble, à Lyon, et puis des doctorants et des postdoctorants qui ont travaillé sur ce projet. Merci bien.